Arnaud Montebourg. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2022. Dans 6 mois, jour pour jour, nous serons au lendemain du premier tour. Et vous serez où? J'espère être au deuxième. C'est un travail de fond que je fais, car les propositions que je formule sont majoritaires dans le pays. Made in France, la démondialisation, le retour à une Europe plus respectueuse des États membres, des États-nations et de leur souveraineté nationale. Et personne, finalement, ne porte cet assemblage politique-là j'ai envie de dire, ni à gauche, ni vraiment à droite. Elle en est où, la gauche? Elle en sera où, la gauche, le 11 avril prochain, dans 6 mois? Écoutez, je ne sais pas. Je crois qu'il faut que vous demandiez à chacun de ceux qui prétendent l'incarner ou la porter. Moi, vous en êtes? En tout cas, j'en suis l'un des membres. J'ai été un ministre de l'économie d'un président socialiste. Je suis un entrepreneur. Je me tourne vers la France et ses problèmes d'aujourd'hui. Et je crois que finalement, les 4 quinquennats qui viennent de s'écouler, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, ont mené peu ou prou la même politique. Et les résultats sont les mêmes. Donc c'est donc bien qu'il va falloir que nous changions à la fois d'analyse, d'échelle, de méthode et de stratégie. C'est pas un slogan, ça, ils ont mené la même politique. Est-ce que c'est pas le slogan que disent tous ceux qui veulent, alors on appelle ça le grand remplacement, le dégagisme, tout ce que vous voulez, mais tous ceux qui se présentent en disant moi je n'ai jamais été élu à ce niveau-là, et je vais vous proposer quelque chose de différent? Je pense que c'est une réalité, que finalement les élections se déroulent toujours de la même manière. On fait des promesses aux Français, c'est le grand livre de demande, de pétition au Père Noël. Le nouveau président est élu, il va à Berlin, à Bruxelles, et là, le catalogue du Père Noël est à la poubelle, et on revient aux choses normales. Le 25 avril, si vous êtes élu, vous irez où? Je pense que je n'irai nulle part. Je m'occuperai des Français, parce que le sujet n'est pas, je crois, de maintenir finalement les fondamentaux sur lesquels l'Europe a échoué. Nous avons raté la crise, l'Europe a raté la crise financière. Elle a infligé 10 ans d'austérité au peuple européen et on a vu surgir le populisme partout. Elle a raté la crise Covid, finalement, puisqu'elle était incapable d'unir les États. Ce sont les États qui sont débrouillés tout seuls. Elle est en train de rater la crise climatique, cette grande crise face à laquelle nous allons devoir prendre des décisions très importantes. Et donc, on est obligé de dire qu'il va falloir procéder à une restructuration fondamentale du projet européen. Il ne s'agit pas de dire on est pour, on est contre l'Europe. Moi, je suis pro-européen. Vous êtes pro-européen, chacun à sa manière. Mais prenons un exemple très précis. On peut l'être en disant qu'on n'est pas d'accord avec ça. Bien sûr. Alors, prenons un exemple précis qui fait un peu l'actualité, qui est rapport avec la Pologne. La Pologne est en train de contester un certain nombre de dispositions européennes qui s'imposeraient à son droit constitutionnel, à son droit national. Et vous pensez, eux, qu'ils ont raison, qu'on peut en tout cas contester, au nom de la défense de la souveraineté d'un pays, une loi, disons, supranationale? D'abord, les Polonais ne sont pas les seuls, puisque le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui est l'institution suprême en Allemagne, qui est le conseil constitutionnel de l'Allemagne, l'équivalent en plus puissant, a déclaré exactement la même chose sur certaines décisions monétaires. C'est donc bien qu'il y a un problème. D'ailleurs, la Commission européenne, et je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais, ce n'est absolument pas les orientations que je défends. Néanmoins, la Commission européenne a rappelé de façon abusive, et c'était une manière pour moi, à mes yeux, pour elle, de transgresser les pouvoirs qui lui ont été conférés. Elle a dit la Constitution doit céder devant les décisions européennes. Jamais. La Constitution, c'est la décision suprême, c'est l'exercice par la souveraineté populaire d'un peuple national, de tous les peuples européens, et qui ont fait des choix selon de nouer des coopérations selon des traités, de déléguer des compétences, mais ils peuvent les reprendre comme ils le souhaitent. Et c'est exactement, d'ailleurs, ce que je propose. Je propose que l'Union européenne fasse l'objet d'un plan de restructuration où elle s'occupe de l'extérieur et nous fiche la paix, si vous me passez l'expression, à l'intérieur. Surtout. En tout cas, l'Europe devient un ministère des Affaires étrangères? Non, elle devient l'outil par lequel les États membres, les nations européennes se défendent face au chaos mondial qui est en train de s'installer. La puissance des empires
Je note quand même que nous États-Unis, sommes en voie de GAFAmisation, et y compris la totalité de nos entreprises. Les chevaux de Troie sont entrés. Regardez notre dépendance vis-à-vis de l'industrie chinoise et regardez dans quelles conditions nous sommes incapables sur le plan énergétique d'être autonomes. Chaque pays défend son industrie. Vous êtes pour une refrancisation, une réinstallation industrielle en France. Chaque pays défend son industrie. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Les Allemands. Est-ce que c'est l'idéal? C'est l'idéal, c'est exactement ce que les Allemands font, ils défendent leur industrie. C'est pas pour les ça Italiens que c'est une bonne défendent. idée. C'est exactement ce que nous devrions faire. Quand les Italiens défendent l'Italie, les Allemands défendent l'Allemagne, la France, elle défend la construction européenne. Donc c'est elle qui paye la variable d'ajustement de l'ensemble. Je voudrais que nous défendions en effet nos intérêts. Pourquoi? Parce que nous sommes la lanterne rouge des 5 puissances européennes, Angleterre comprise. Nous sommes à 11% en valeur industrielle de notre richesse nationale. Deux fois moins que les Allemands. Les Allemands sont à 23, les Italiens à 19. Il nous manque 5 points pour rattraper l'Espagne et l'Angleterre, qui ne sont pas des grands pays industriels, nous le savons. Donc nous sommes très bas et en situation de difficulté. Il nous manque environ 1 million d'emplois industriels directs ou indirects. En dehors de cette proposition, ce constat que vous avez déjà fait, qu'est-ce qu'on fait pour réinstaller des industries en France? Coût de la main-d'œuvre, impôts de production, c'est quoi vos solutions? La première, c'est d'abord utiliser la commande publique. Il y a 116 milliards chaque année qui partent, on arrose le sable, qui ne partent pas pour nos entreprises. Il faut quand même regarder avec effroi le catalogue de l'Union des groupements d'achat public. Donc, clause de préférence nationale. C'est une clause de préférence locale, en tout cas. C'est tout. Donc, bien. Première mesure. C'est une mesure fondamentale parce qu'aujourd'hui, le droit de la commande publique est un droit qui est tout à fait ouvert, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Je voudrais le dire parce que c'est un point central. Deuxièmement, nous n'échapperons pas à inventer des aides d'État qui sont interdites aujourd'hui. C'est pour ça qu'il va falloir créer en quelque sorte des zones économiques spéciales. On va remonter des usines avec de l'argent public et de l'argent privé, de la R&D privée, de la recherche publique, une sorte de co-gouvernance, parce qu'on n'y arrivera pas. Les industriels seuls peuvent produire, mais seuls n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas financés. Et en même temps, l'État, aujourd'hui, ne sait pas se substituer aux industriels, mais pourrait financer. Donc, c'est une forme nouvelle d'alliance publique-privée qui est parfaitement interdite dans le droit aujourd'hui applicable et dérivé de l'Union européenne. Côté fiscalité, je vous pose la question parce qu'on sait très bien que depuis des décennies maintenant, l'ISF, progressivement, a dévitalisé une partie du tissu industriel. Et puis les impôts de production, on sait ce que c'est tout ce qui est payé avant même de faire 1 euro de chiffre d'affaires, qui sont très lourds en France par rapport à l'Allemagne que vous avez en référence. J'approuve l'idée que l'impôt de production qui pèse sur la production avant même d'avoir réalisé le chiffre d'affaires est le problème central. Et il faut le traiter. Je suis favorable, par exemple, le premier des impôts de production, c'est toutes les cotisations sociales qui frappent le travail, l'emploi, les salaires. Je suis favorable à ce que nous imaginions une solution faisant cotiser la valeur ajoutée. C'est-à-dire finalement, chiffre d'affaires moins ce qu'il est nécessaire d'exposer comme coût de production pour obtenir ce chiffre d'affaires, ce qui est quand même une meilleure solution. Ça voudrait, par exemple, une entreprise numérique qui fait aujourd'hui 40 millions de chiffre d'affaires avec 20 personnes, donc qui paye peu la protection sociale, qui a peu d'impôts de production, paierait beaucoup plus pour la protection sociale. Elle le peut d'ailleurs, elle a des marges vraiment très élevées. Et en revanche, une entreprise industrielle qui fait 200 millions de chiffre d'affaires avec 2000 salariés, qui paye beaucoup de protection sociale, elle paye moins pour la protection soulagée. Sociale. Cette solution a été simulée à travers des modèles économiques par l'OFCE. C'est 700 000 emplois qui sont créés par l'effet même de la réforme. Donc c'est énorme pour nous. Et vous baissez les impôts de production en contrepartie? Je suis favorable à la baisse des impôts de production. Nous devons maintenant passer à un système productif encouragé. Il faut stimuler le travail, la production, décarboner d'ailleurs, parce que nous allons devoir investir dans des nouveaux modes productifs qui vont remplacer les modes ultra carbonés d'aujourd'hui. De manière générale, la France est un pays qui est lourdement taxé. Vous maintenez, vous baissez, vous augmentez les impôts? Je ne raisonnerai pas de cette manière. Il y a des impôts. C'est comme ça que les Français raisonnent? Oui, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Ceux qui payent, souvent? Oui, ceux qui payent, je suis d'accord. Mais il y a des impôts qui sont indolores et il y en a d'autres qui sont extrêmement douloureux. Je pense que nous devons engager un processus de réduction de la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre pays a le sentiment d'être, disons-le, paralysé. Voilà. Donc nous avons ce problème à régler et ce n'est pas très difficile de le faire. Mais il va falloir réformer, par exemple, tout le système des collectivités locales pour trouver des formules qui soient moins coûteuses.
Nous le pouvons, avec de meilleurs services sur des territoires. Parce qu'on a financé l'explosion du système d'administration locale qui s'est multiplié. Le millefeuille. Qui s'est multiplié. Et on fait quoi? Vous avez annoncé un plan social à la tête de l'État. Mais là, vous visiez le petit noyau des dirigeants et non pas la masse des 5 ou 6 millions de fonctionnaires. Est-ce que, comme d'autres candidats par exemple le proposent, vous faites un plan de départ volontaire sur une partie de la masse énorme en France des fonctionnaires? Je vais d'abord vous répondre sur le plan social au sommet de l'État. Parce que c'est la haute administration qui fabrique les normes dans ce pays. Ce n'est pas le politique. Le politique est entre ses mains. Elle a pris le pouvoir. La technostructure dirige ce pays. Donc cela doit dégager. Je pense qu'il va falloir faire un plan de départ volontaire et mettre des gens qui connaissent la société. Des ingénieurs, des entrepreneurs, des syndicalistes, des professeurs, des gens qui connaissent la réalité de la société. Pas d'énarques. Les énarques ne connaissent rien et régentent la société tout entière. Mais je reprends ma question. Est-ce que vous allez faire un plan de départ volontaire pour l'ensemble de la fonction publique, les 5 ou 6 millions de fonctionnaires français? Ce n'est pas du tout mon idée. Mon idée est de décloisonner les 3 fonctions publiques, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, fonction publique d'État, de permettre d'offrir des changements de carrière et de métier à l'ensemble des agents des 3 fonctions publiques. Donc en fait des réaffectations et non pas des diminutions de cette Pourquoi? Parce que nous avons budgétaire. besoin, il y a des secteurs où nous avons besoin d'augmenter les recrutements, les professeurs, les policiers, les magistrats. Nous avons besoin de créer une administration de l'intégration. Aujourd'hui, l'intégration des migrants, elle n'existe pas dans l'administration. En fait, on a une police de l'entrée et du séjour. Mais est-ce qu'il y a des gens qui accompagnent les migrants, qui veillent bien à ce qu'ils apprennent le français, qui surveillent ce qu'ils font dans leur progrès pour accepter la société française? Est-ce qu'ils s'intègrent correctement? Comment on peut les y aider? Cette administration-là, on va devoir la créer. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que la question du nombre de fonctionnaires est une espèce de mythologie, parce qu'il y a des besoins énormes dans les hôpitaux, dans la fonction publique de l'État, y compris dans les sous-préfectures. On a fermé, on a viré tout le monde. On a besoin sur le terrain de soutenir les entreprises. Là aussi, il n'y a presque plus d'administration économique de l'État. Ce serait l'État magique, si je vous comprends bien. Non, c'est l'État entreprenant qui en a besoin. L'État absent, en France, ça ne marche pas. L'État entreprenant qui soutient la société, c'est un État qui est apprécié. 2 mots de politique. Vous avez déclaré hier à Europe 1, pas besoin de l'extrême droite pour traiter les problèmes de tout le pays. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans les sondages, un peu plus de 30% des Français pensent qu'ils ont besoin de l'extrême droite pour traiter les problèmes du pays. Qui se trompent? Je pense que si on regarde les problèmes en face, tels qu'ils sont, l'extrême droite et ses excès rentrera dans son lit, tout simplement. On n'a pas besoin d'excès politiques pour traiter les problèmes. On a besoin d'intelligence collective et puis de lucidité. Ouais. Rentrera dans son lit, c'est-à-dire sera battu et la vie continuera comme avant. Non, elle ne peut pas continuer comme avant. Pourquoi? Parce que le pays est dans une situation difficile. Vous avez quand même la pauvreté qui est quand même la première, le premier carburant du Front National. Je l'avais d'ailleurs dit à M. Barroso lorsqu'il était patron de la Commission européenne. Je lui ai dit, vous êtes le carburant du Front National, c'est-à-dire les plans d'austérité à répétition, le fait que le pouvoir d'achat soit effondré. Il y a 56% des Français qui considèrent s'être appauvris sous le quinquennat de M. Macron. Vous avez, dans l'OCDE, 72% des ménages, c'est-à-dire 580 millions de ménages, qui se sont appauvris dans la dernière décennie. Dans la décennie précédente, ce n'était que 10 millions d'entre eux. Pouvoir d'achat. C'est d'abord le premier problème, c'est quand vous avez des gens qui ne peuvent pas vivre de leur travail, ils se sentent injuriés par la société. Et la sécurité. Mais la sécurité, c'est un énorme problème, puisque finalement, quand on regarde la façon dont la chaîne pénale ne fonctionne plus, il y a 8000 magistrats en France, il y en a presque le double ou le triple en Angleterre ou en Allemagne pour le même travail. Donc on comprend pourquoi les policiers n'arrivent pas, quand ils élucident, car il y a des bons taux d'élucidation, n'arrivent pas à faire prospérer leurs procédures. À transformer, si j'ose dire. Ouais. Oui, mais c'est un énorme problème. Donc nous avons plus de magistrats. Plus de magistrats. Plus de l'appareil policiers. judiciaire, plus de policiers. Plus de reconduite à la frontière.
Oui, il va falloir donc avoir un système aujourd'hui de respect de la loi. Moi, je suis attaché à ce que j'appelle la sévérité républicaine. C'est l'esprit des républicains des origines, quand ils exaltaient la loi qui était sacrée, parce qu'ils avaient réussi à la faire à la place des monarques. Et je trouve que la manière dont ils envisageaient les choses, c'est-à-dire quand il y a moindre infraction à la loi, elle doit être sanctionnée, cette question-là, elle est transpartisane. Elle n'est pas de gauche ou de droite, elle est, je crois, dans le code génétique de notre pays. La sévérité républicaine. Hier, Édouard Philippe disait ordre dans les comptes, ordre dans la rue. Ça n'est pas la même notion, mais c'est une autre façon de dire aussi les choses. Merci Arnaud Montebourg. Merci à vous.